Voilà, il est 12h29. On débute avec 1 minute d'avance, mais enfin, on va rattraper ça plus tard. Et aujourd'hui, la barque est chargée, effectivement. On va recevoir tout à l'heure Madame Laïssa Fatié. Bonjour. Bonjour. Elle viendra nous parler de ces enfants autistes qui ont eu leur permis piéton. C'est important. Ensuite, on devrait recevoir Christian, c'est le secrétaire général, non, le directeur du journal des Nouvelles Étincelles pour la fête de l'étincelle qui a lieu ce week-end. On va recevoir plus tard Jocelyne Nampry pour sa rubrique Coisa Brico, comme d'habitude. Et un écrivain qui a sorti un ouvrage que je crois que je vais trouver, voilà. Il s'appelle Castro des Roches. C'est un ouvrage très drôle d'ailleurs. C'est un haïtien, chronique décadence du chef suprême. Voilà ce qui fait un petit peu l'actualité aujourd'hui. Et bien sûr, Martine Fazer, n'est-ce pas? Et Mendy est revenu. Bonjour, nous sommes en direct. Mendy a toujours été là. Ah non, c'est la coiffure qui était pas là. Oui, la coiffure change, mais c'est toujours la même personne. Bonjour à tous et bienvenue sur RHT, puisque vous pouvez nous écouter donc en direct de Radio Attention 89.8 et 90.8 et du ZCL.tv. Voyons donc les titres de ce 21 juin si on les a. Et beaucoup de on-dit, beaucoup de rumeurs autour donc de la municipalité de Bémao et de sa mairesse, Madame Hélène Polifonte-Molia. Son mandat serait-il en jeu? Hier s'est tenu un conseil municipal pour prendre justement une décision. Et également, nous le verrons, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est donc la première instance de concertation et de coordination à l'échelle communale pour prévenir et lutter donc contre la délinquance. Et bien, c'est au tour de la ville de Gourbert d'avoir donc son propre CLSPD. Et enfin, on parlera cuisine avec le Food Deal qui a été lancé depuis le mois d'août 2016 par Jessica Brudet. Ces ateliers accueillent en ce mois de juin Tania Saint-Val, l'une des plus belles voix de la musique, qui a donc accepté de partager un cours aux côtés des élèves de l'atelier. Voilà, merci Mendy. Alors, je vous l'ai dit, nous allons parler de jeunes autistes depuis hier où ils sont dans l'actualité parce que ces jeunes autistes qu'on croyait définitivement casés chez eux, ils vont pouvoir traverser les rues, ils vont pouvoir fonctionner parce qu'ils ont passé ce qu'on appelle un permis piéton. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un permis piéton, mais en fait, il faut savoir traverser les rues, ne pas se faire écraser par les voitures, respecter les feux rouges, enfin bref, avoir tout ce qu'il faut pour être un bon piéton. Et jusqu'à maintenant, c'était quelque chose d'inaccessible pour des jeunes autistes, puisque des autistes, il y en a plein en Guadeloupe. Ils sont tous certains dans des centres comme l'IME de Convenance et d'autres à l'IME de Basse-Terre, de Gourbert. Et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui Madame Laïssa Fatié. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychomotricienne. Voilà, psychomotricienne, c'est ça. Et donc, vous avez travaillé avec une équipe pour permettre à ces jeunes de faire passer ce cap du piéton, du permis piéton. Alors, comment ça s'est passé avec ces jeunes? Alors, dans un premier temps, donc, on a voulu leur faire passer avec un partenariat avec l'école qui est à proximité de notre IME, à savoir l'école Père Mathieu. Donc, une partie de l'équipe s'est rendue sur place avec les jeunes et on s'est vite rendu compte que le discours n'était pas adapté à leurs problématiques, que c'était vraiment pas adapté. Donc, on est revenu à l'institution en se disant, bon, on va leur faire passer tout de même le permis piéton, mais en l'adaptant. Donc, la base même de l'adaptation, on va dire, ça a été une maquette. On s'est mis en équipe autour d'une maquette. Voilà, une maquette. De la rue, enfin, vous avez voilà, exactement. Oui. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont des troubles quand même de la communication, donc aussi bien réceptive qu'expressive, donc ils ne comprenaient pas tout le langage verbal qu'on leur avait... ils étaient noyés dans le langage verbal des gendarmes à l'école Pierre Mathieu. Donc, on a mis en place une maquette qu'on a constituée avec l'équipe et avec les jeunes, donc avec du matériel de récupération, pour qu'ils aient comment dire... Une vision à peu près réelle, quoi. Voilà, à peu près réelle, sachant qu'il n'y a rien de mieux que le réel, mais pour qu'ils aient une vision de tout ce qui peut représenter, voilà, un passage piéton, une voie, une piste cyclable, etc., qu'ils aient le repère visuel. Ensuite, il a fallu qu'on adapte le livret d'apprentissage avec des photos, des images, parce que tout ce qui est visuel, ça marche beaucoup mieux avec les personnes autistes. Et ensuite, il a fallu qu'on adapte aussi le livret d'examen pour que ce soit une passation beaucoup plus aisée pour eux. Et ça a pris combien de temps? Oula. Alors en fait, ce travail, on l'a commencé en 2005. Ah, quand même. Voilà, on l'a commencé en 2005, on l'a mis un peu en stand-by et on a recommencé au dernier trimestre. Voilà. Et sur combien d'enfants autistes vous avez expérimenté Alors, on a expérimenté donc avec 3 jeunes.
Ah, uniquement les 3 qui ont gagné sont les 3. Voilà, en fait, on a expérimenté. Voilà, cette année, on a fait 3. Un casting ou quoi? Non, pas du tout. Donc, en fait, on a que 15 enfants autistes, donc à l'IME, donc ils sont âgés de 6 ans à, bon, le plus grand, il a 21 ans actuellement. Donc, on a pris les 3 jeunes qui ont acquis le langage verbal, même si c'est pas toujours à vocation communicative. Donc, on a commencé par ces 3 jeunes-là. Voilà. Donc, Et alors, quand une expérience de ce type-là qui réussit, qu'est-ce que ça laisse préfigurer pour l'avenir? On a pour projet de continuer l'aventure, donc continuer avec des autres jeunes de l'institution, à savoir que c'est. Ça motive les autres? Ou les autres ont compris ce qui s'est passé? C'est-à-dire les autres jeunes? Oui. Alors, certains oui, d'autres, je pense qu'il faut les mettre dans l'action, qu'il faut qu'ils aient l'apport concret, la vision concrète. Parce que, en fait, la base, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant des sorties à l'extérieur qu'ils n'étaient pas assez sensibilisés aux risques en étant piétons. Et ils ne sont pas suffisamment sensibilisés aux dangers. Oui. Donc, les autres, il y en a qui sont sensibilisés, d'autres moins. Il faut qu'ils aient comment dire, ils ne sont pas tous en mesure de comprendre, on va dire. Donc, l'idée, c'est l'année prochaine, on continue avec un petit groupe parce que ça fonctionne mieux en petit groupe parce qu'ils ont quand même beaucoup de difficultés attentionnelles. Donc, en petit groupe avec donc c'est d'autres difficultés. Donc, c'est pas des jeunes qui ont acquis le langage verbal. Donc, c'est d'autres outils, une autre adaptation. Et les outils que vous avez créés pourront servir pour d'autres ou alors chaque fois il faut recréer des outils particuliers? Alors la maquette de base qu'on a faite, on va continuer à l'utiliser, voire même la complexifier, l'améliorer. Et le livret, pareil, il faudra l'adapter parce que certains jeunes, même au niveau visuel, les images, ça va être un peu compliqué. Donc peut-être plus axé sur le montre-moi pour tout ce qui est vocabulaire. Là, ça pourrait marcher mieux. Et donc il y a des outils qu'on peut garder, il y a des outils qu'on peut développer à nouveau. Alors, au quotidien, j'ai envie de vous poser la question, ces enfants-là, comment ils vont être, est-ce qu'on peut leur faire confiance et leur dire, bon, il va m'acheter le pain, etc., va au supermarché, et sans aucune crainte je sais pas moi, j'ai pas envie de vous donner des rapages, mais enfin d'une perte de contrôle, on va dire. Alors, sur les 3 que l'on a, alors, donc, il y en a un, on peut lui faire confiance, il y en a un deuxième il est important qu'on continue à le stimuler là-dessus. Il faut qu'il soit accompagné. Voilà, parce que c'est surtout par rapport à l'orientation, parce que mine de rien, on a travaillé pas mal d'objectifs avec eux. Donc l'orientation, par exemple, la latéralité, par exemple, tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite, ça se fait pas spontanément chez eux. Donc ils sont capables d'aller tout droit sans regarder la voiture. Donc lui, il y a nécessité de le stimuler à nouveau. Et le dernier, on a décidé de continuer avec lui l'an prochain quand même. Donc pour continuer à stimuler, pareil, l'orientation gauche-droite et qu'il prenne vraiment conscience du danger. Donc quitte à faire des séquences encore plus pratiques, parce que là on allait aux abords de l'IME. Oui. Et on allait ensuite avec les gendarmes. Mais voilà, continuer à le stimuler là-dessus. Donc il y en a un, oui, qui pourra y aller sans danger. Mais les 2 autres, il convient encore de les stimuler. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils retombent dans leur situation antérieure ou alors une fois qu'on a franchi le cap, c'est définitif? Disons que... Comment dire? Non, en fait, je pense qu'ils ont eu quand même un minimum de sensibilisation. Retomber, ce serait vraiment s'ils seraient amenés à ne pas sortir du tout. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant qu'ils soient... Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils soient mis dans l'action. Alors, vous me disiez tout à l'heure en antenne qu'il y a un nombre assez important d'enfants autistes. J'imagine obligatoirement qu'il y a au moins 1 ou 2 parents autistes qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? En fait, que tout n'est pas perdu. J'ai envie de dire que chaque enfant autiste a des compétences à leur niveau. Alors, c'est vrai que certains, c'est plus sur le versant du sensoriel qu'on va pouvoir accéder à quelque chose avec eux. Les 3 qu'on a fait passer, c'est vrai qu'ils ont acquis le langage verbal, etc. Mais sur le versant socialisation, j'ai envie de leur dire, c'est de ne pas avoir peur de sortir avec le jeune. Oui. Parce que mine de rien, c'est dans la stimulation, dans la confrontation, l'exposition progressive au réel, au concret, qu'ils vont pouvoir développer des compétences et comment dire, s'affirmer et acquérir des notions éducatives. Alors la psychomotricienne ou le psychomotricien qui est dans les IME, son travail au jour le jour, c'est quoi exactement? Alors, avec ces jeunes? Vous attaquez un gros débat. Donc, vous attaquez un gros débat. Donc en fait, non, c'est pas un gros débat, mais c'est une grosse question. Oui. Donc en fait, la profession de psychomotricien, déjà, c'est une discipline paramédicale.
Oui. Donc, pour faire simple, donc elle est sanctionnée d'un diplôme d'État comme diplôme 3 ans d'études, c'est ça? 3 ans d'études après le concours. Après le concours. Après le concours. Donc, par exemple, l'école de Bordeaux exige qu'on passe par l'école de médecine, qu'on fasse la première année. Voilà. Mais les autres écoles, c'est un concours d'entrée. Donc, 3 ans d'études à l'issue de laquelle on a un diplôme d'État. Donc, notre diplôme au niveau des compétences, donc il regroupe trois grands domaines, on va dire tout ce qui est éducation psychomotrice, rééducation psychomotrice, donc tout ce qui est troubles du schéma corporel. Bon, je vais vite. Troubles du schéma corporel, troubles de la latéralité, etc. Et le dernier qui est la thérapie psychomotrice. Donc, le travail du psychomotricien en IME, enfin, moi je parle de moi, donc en IME, donc accueillant des enfants autistes, donc on est professionnel, on travaille en équipe, donc ça veut dire que nous, au préalable, alors moi je parle de moi, ce qu'on fait, par exemple, quand on accueille un jeune à l'IME, on lui fait passer un bilan psychomoteur. Donc pour voir quel est son niveau de développement psychomoteur dans tous les domaines, comme le schéma corporel. Vous avez des tests particuliers. Voilà, il y a des tests cotés et après, il y a beaucoup d'observations cliniques. À savoir que tous les jeunes, on ne peut pas leur faire passer un bilan. Parce que le bilan, tel qu'il est appris, tel qu'il est coté, c'est pour des enfants et c'est avec du langage verbal. C'est-à-dire qu'il y a des consignes verbales. Mais il y a des jeunes qui ne sont pas en mesure de comprendre le langage verbal. Donc on est obligé d'adapter et de beaucoup travailler sur l'observation clinique pour se faire une idée du développement psychomoteur du jeune. Alors ça veut dire, Laïssa, qu'un enfant qui est autiste, il n'a aucune chance d'être guéri chez lui avec ses parents. Ses parents le gardent chez lui, il ne vient pas en IME, il n'a aucune chance de... Alors, guéri, ça... Enfin, on dit guéri, enfin, c'est un grand mot, entre guillemets, oui. C'est-à-dire de mieux se comporter, on va dire. Ben, disons que, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas si le parent a des outils et forces de stimulation... si le parent n'est pas formé... Ah, s'il n'est pas formé, bon, après, il y a des parents qui arrivent quand même à quelque chose avec leurs jeunes et qui arrivent à aussi développer avec des partenaires extérieurs. Pourquoi pas? Oui. J'ai rencontré une ancienne jeune qui était chez nous. La maman a réussi à mobiliser quand même un ergothérapeute, une psychomotricienne, une éducatrice. Oui. Mais après, il y a des parents quand même qui s'y connaissent pas en la matière et qui sont un peu démunis. Et là, j'ai envie de dire, s'il n'y a rien... Enfin, moi, déjà là-bas, je pense que l'éducation, c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal. Mais non, parce que si je comprends très bien, des places dans les IME, il n'y en a pas foule. Non, elles sont restreintes. Alors, comment ça se fait ça? C'est un examen aussi pour y accéder ou... Ben, normalement, les parents doivent avoir une notification de la maison départementale des personnes handicapées. Oui. Mais... sauf que ça, c'est un grand combat pour certains. Il faut avoir un bon filon. Ben, ça, j'en sais rien, mais c'est un grand combat. Ouais. Et après, on a une liste d'attente qui est conséquente. Et le séjour en IME, il est de combien, de la durée moyenne pour un jeune? Alors, c'est à vie? Non. Alors, chez nous, normalement, la durée maximum, c'est jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Et sur dérogation, ben, là, on a un qui est jusqu'à 21 ans. Vous avez un de 21 ans. Voilà. Oui. Donc, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un amendement Creton pour repousser un peu. Et à l'issue, ben, soit ils sont orientés, ben, soit malheureusement, ils retournent au domicile familial parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Ouais. Soit ils peuvent aller en foyer de vie. Soit ils peuvent aller en ESAT, donc ce qu'on appelle le milieu protégé, en fait, c'est des travailleurs handicapés. Oui. Comme par exemple chez nous, pour vous citer un exemple d'ESAT, la société, enfin, entre guillemets, qui nous livre le repas, donc c'est des travailleurs handicapés. Donc on travaille en partenariat avec un ESAT. Oui. Et donc la psychomotricienne ou le psychomotricien, il est nécessaire? Il y en a suffisamment en Guadeloupe? Il n'y en a pas suivi. Nécessaire, je dirais, bon, je prêche ma paroisse. Mais... Plaidez pour la paroisse. Non, mais je pense que c'est une discipline qui est intéressante, qui permet de faire des progrès, parce que l'idée, c'est qu'on travaille... Alors, ça paraît très compliqué dit comme ça, mais le lien entre le psychisme et le corporel. C'est-à-dire qu'on fait le lien constant entre les deux, parce que mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais dans la vie courante, chez tout un chacun, à tous les stades de la vie, l'un impacte sur l'autre. C'est-à-dire que vous auriez, je sais pas moi, vous faites un accident demain, enfin je vous souhaite pas. Merci, ne me souhaitez pas. Vous faites un accident demain, vous perdez l'usage de vos jambes. Oui. Évidemment, ça aura un impact psychologique. Parce que les pertes de jambes, si vous êtes quelqu'un qui est super actif, etc., ça va avoir un impact au niveau psychologique. Mais vice-versa. C'est-à-dire que si vous avez par exemple quelqu'un qui peut être dépressif, ben, il peut aller jusqu'à perdre l'usage d'un des membres. Ça peut arriver. Ou le cas par exemple du bégaiement, ça peut être une résultante d'un stress. D'accord. Voilà. Et vous intervenez à ces moments-là? Voilà. Oui. Voilà. Vous avez des solutions à tout? Pas
tout, on essaie. On essaie. En tout cas, on va féliciter Madame Farao, c'est ça? Oui, la chef de service. Qui est la directrice intérimaire de l'Institut. Et on vous remercie aussi d'être venue. Oui, une question? Oui, j'ai une question. Je profite de sa présence parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, Danick, un jouet qui fait fureur un petit peu, le hand spinner, qui était au départ pour les enfants atteints d'autisme et qui a été au grand public. Voilà, donc je voulais justement avoir son avis là-dessus parce que c'est assez... En fait, j'ai connu ça en allant tout simplement faire mes courses. J'ai vu plein d'enfants avec. Voilà, et en fait j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai vu qu'apparemment ça a été développé avec des enfants autistes et ça me m'étonne pas parce qu'en fait c'est sensoriel en fait, c'est le fait de tourner en fait beaucoup d'enfants autistes, ils ont une ils aiment beaucoup tout ce qui est sensoriel, donc les choses qui tournent comme les toupies, etc. Donc mon avis est un peu partagé, c'est-à-dire que je trouve ça pas mal dans l'idée du sensoriel si ça permet d'apaiser, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de stéréotypé, que l'enfant soit peut-être trop là-dedans. Et je me demande si le risque avec les enfants normaux, entre guillemets, c'est pas qu'ils développent une addiction un peu au fait que ça tourne et que... Donc, point d'interrogation. En soi, l'idée du sensoriel, je trouve ça intéressant. Donc, vous êtes en train de me dire de ne pas l'offrir à mon neveu? Non, vous pouvez. Vous pouvez. Mais après, sur tous les temps, je ne sais pas si c'est nécessaire. C'est comme les tablettes, etc. Bon. Ça, c'est encore un autre débat. Encore notre problème. On a l'occasion peut-être un jour de faire venir vous parler de ça. En tout cas, merci Laïssa d'être venue nous expliquer ça. J'espère que les parents qui vous ont entendu sont un petit peu rassurés. Et puis, on suivra l'expérience. Le prochain permis dans combien de temps? On recommence pour l'année prochaine, l'année institutionnelle prochaine, donc de septembre à juin. Bon, rendez-vous en juin prochain. D'accord, ça marche. Voilà, il est 12h45. Je vous rappelle qu'on devrait recevoir Christian Céleste tout à l'heure, mais aussi on va recevoir l'auteur de cet ouvrage Casco des Roches, ouvrage très humoristique et très caustique d'ailleurs, qui est déjà là, chronique de la décadence du chef suprême. On saura tout à l'heure qui est le chef suprême. Voilà, on continue avec l'information et c'est Mandy. Oui, alors comme je vous le disais, beaucoup de on-dit, beaucoup de rumeurs donc du côté de la municipalité donc de Bémao et de sa mairesse, Madame Hélène Polifonte-Molia. Son mandat serait-il en jeu entre des soucis de santé ou un éventuel différend donc avec l'ancien maire? Eh bien, hier s'est tenu un conseil municipal pour prendre une décision ou en tous les cas faire le point sur la situation à Bémao. On fait ce point avec ce reportage Nini Kodadji. Tout comme moi, vous avez certainement beaucoup entendu. Beaucoup de rumeurs infondées, dont l'objectif était de m'atteindre, de me déstabiliser, voire déstabiliser ma majorité. Aujourd'hui, je recouvre petit à petit la santé. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas encore le top. Mais je vais continuer le travail commencé avec mon équipe qui, malgré ces allégations, reste soudée autour de moi, au service des Bémaotiens, car c'est cela qui nous anime et c'est cela qui m'anime. La plupart des points ont été votés à l'unanimité. J'ai entendu, comme vous-même, effectivement, quelques rumeurs. Je confirme effectivement qu'il y a eu quelques points, donc en ce qui concerne Madame le maire, notamment donc sa maladie et ensuite par là même aussi ses convictions qui ne regardent qu'elle. Mais ceci étant, donc elle nous a expliqué donc quelles étaient les causes. Nous avons bien compris la chose. Et suite à une réunion que nous avons eue qui s'est terminée très tardivement hier, donc à l'unanimité, nous avons compris ça. Maintenant, nous sommes en ordre de marche. Et elle est là, si tout va bien, si Dieu lui prête vie, jusqu'en 2020. Et à partir là, éventuellement, donc s'il y a des candidats éventuellement qui veulent se manifester, on verra. Mais pour l'instant, nous sommes une majorité unie. Prête à travailler donc, pour notre population et ce sera comme ça désormais. C'est ce qui s'est passé comme d'habitude. Vous avez vu, les adjoints, les conseillers, comme d'habitude, présentent leurs points. Donc, on comprend bien qu'ils maîtrisent leur dossier, qu'ils font leur travail et que le maire laisse travailler ses adjoints. Ils sont en mesure de répondre correctement sur quel que soit le dossier sur lequel on leur pose des questions. Et on continue de travailler. On
on est plus que jamais soudés. C'est vrai que j'ai eu une période très difficile, j'ai été malade, très malade, j'ai frôlé la mort. J'ai entendu beaucoup de choses, mon conseil, une partie de mon conseil également. Mais aujourd'hui, ça nous permet justement de nous relever et d'être encore plus forts pour Bemao, de pouvoir travailler pour Bemao et d'être soudés pour pouvoir faire avancer notre collectivité. Aucun problème. Dans toute municipalité, à un certain moment, il y a une lassitude après 17 ans. C'est un fait normal qu'il fallait remobiliser les hommes et je pense que ça a été fait. Et ce soir, vous l'avez vu, tous les points à l'unanimité, l'opposition, le monde que j'ai vu, toute la presse était là. Mais c'est triste de voir, au lieu de soutenir, d'accompagner, certaines presses essaient de mettre la discorde et de désunir les hommes. Et c'est pour cette raison, dernièrement, je disais que je ne suis pas un chef de parti. Je suis président de région, un Guadeloupéen qui a voulu rassembler des Guadeloupéens pour travailler pour la Guadeloupe. Et c'est ce que je fais. Et dorénavant, je le dis à tous les Bémarossiens, je ne suis plus député. Je serai sur le terrain, je serai aux côtés de l'équipe que j'ai laissé travailler pendant 17 mois sans jamais donner de conseil à l'équipe ni au maire. Là, je reviens pour pouvoir travailler avec l'équipe municipale. Et le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est donc la première instance de concertation et de coordination à l'échelle communale pour prévenir et lutter contre la délinquance. En Guadeloupe, 22 communes sur 32 ont un CLSPD ou en tout cas sont en passe de l'installer ou encore sont intégrées dans un conseil intercommunal. 4 intercommunalités sur 6 se sont dotées de cet outil, véritable fer de lance d'une coproduction de sécurité que le préfet appelle donc de ses voeux. Et bien c'est au tour de la ville de Gourbert d'installer son propre CLSPD. C'était mardi dernier. On regarde ces images signées Charlie Dagonia. Ce qui a trait à la sécurité, la prévention de la délinquance, à la construction des jeunes, le monde éducatif, à la culture, à l'épanouissement, tout ce qui a trait à la construction de notre jeunesse est particulièrement important pour la vie et le développement de collectivité. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Gourbert, depuis tantôt, a multiplié les actions dans ce domaine-là. Et il y a un acte symbolique qui est fort. La coordonnatrice aujourd'hui est un ancien maire des jeunes. Donc, au-delà des structures qu'on pourrait citer, mais il y a des actions qui sont sur le terrain. Donc, je n'ai pas pu citer tout ici, mais des dispositifs comme voisins vigilants, d'autres dispositifs qu'on a mis en œuvre au niveau de la collectivité, maison de l'insertion, tout ce qui a trait à la vie associative. Du fait aussi que sur Gourbert, on est vraiment un lieu qu'on dit capitale d'instituts médico-sociaux, Saint-Bosco, évidemment, encourage à ce que cette démarche d'encadrement de la jeunesse soit véritablement, et des gens en difficulté, soit une priorité, même pour les femmes, en un lieu d'hébergement pour les femmes en difficulté. Donc c'est une option depuis tantôt qui a pris toute sa dimension au niveau de la commune de Gourbert. Alors peut-être qu'on dirait aujourd'hui, il y a quelque temps qu'il y a une baisse de la délinquance qui est due depuis 1 an et demi. Mais il faut profiter de ce moment-là parce qu'on a des dispositifs qui ont été mis en œuvre, qui ont favorisé cette situation. Voisins vigilants à titre d'exemple. Mais c'est le moment peut-être de pouvoir mieux réfléchir. Prévenir, c'est guérir. Donc aujourd'hui, comme on est dans un cadre beaucoup plus serein, nous mettons en place un outil qui sera fédérateur, où on retrouve tous les corps professionnels, parce qu'on a tout le monde là. À Gourbert, il y a une harmonie parfaite entre les différents services, que ce soit le monde éducatif, la gendarmerie. On a une convention signée avec la gendarmerie. Donc on se voit déjà souvent, on participe à des missions de coordination de protection de sécurité. Donc nous, on va là maintenant définir une thématique parce que ce n'est pas pour entrer dans une forme de réunion, c'est-à-dire on veut que ce soit des équipes de travail. Donc il y a des thématiques qui seront prises en charge et on va déterminer, c'est vrai, une certaine régularité, mais c'est surtout être présent à chaque moment important. Le CLSPD a des missions très importantes au sein d'une commune qui tire de la loi, puisque la loi du 5 mars 2007 dit que c'est le maire qui coordonne et qui anime la politique de prévention de la délinquance sur la commune. Donc qui d'autre que le maire connaît bien les concitoyens de sa commune, les problématiques sociales, les problématiques délinquantes sur sa commune. Donc c'est pour ça que la loi a décidé de mettre le maire au centre du dispositif de prévention de la délinquance. Nous sommes sur la dynamique qui a été lancée en septembre 2016 et qui se poursuit de manière très forte en Guadeloupe, puisque nous avons aujourd'hui 25 communes qui se sont engagées dans la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et ça nous permet effectivement de travailler en partenariat, puisque tous les acteurs sont réunis sous l'autorité du maire au sein de ce conseil.
Voilà, il est 12h52, comme je vous l'ai dit, on va recevoir Castro Desroches. Bonjour. Bonjour. C'est un écrivain haïtien en exil, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Je vis aux États-Unis depuis 1985, ça fait déjà une éternité. Pas tant que ça, oui. Une trentaine d'années. Voilà, c'est ça. Donc, je travaille dans l'enseignement supérieur. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé une nouvelle carrière d'écrivain. Donc, j'ai publié 2 livres. Un premier livre qui s'appelle Les enfants malades de Papa Doc. Et un deuxième livre qui a été publié l'année dernière en octobre et qui s'appelle Chronique de la décadence du chef suprême. Alors, sur la couverture de ce livre, on voit quelqu'un qui sera bientôt en concert aussi. Il s'agit de Sweet Mickey. Voilà, c'est ça. L'ancien président haïtien. Oui. Et donc, en lisant cet ouvrage, bon, alors, vous avez un petit peu changé les noms. Oui. Pourquoi finalement? Parce que c'est à cause de la censure ou parce que vous n'avez pas voulu choquer? Bon, c'est d'abord une œuvre de fiction. C'est un roman. C'est vraiment de la fiction? Oui, c'est une œuvre de fiction qui s'inspire. C'est une œuvre très réaliste, mais qui s'inspire en quelque sorte du vécu haïtien, de ce qu'on a vécu en Haïti pendant les 5 dernières années avec le gouvernement carnavalesque de Michel Martelly. Mais alors, c'est pire, de votre point de vue, là, en lisant ça, c'est pire qu'avec Duvalier, sauf qu'on tuait moins de gens, c'est ça? Bon, c'est-à-dire que nous parlons de 2 périodes différentes. C'est-à-dire il y a eu la dictature des Duvalier, qui était une dynastie de 1957 à 1986. Donc maintenant, nous sommes dans une nouvelle période que l'on appelle la démocratie. Mais il y a toujours chez les nouveaux dirigeants haïtiens une tentation totalitaire. Michel Martelly lui-même, c'est un duvalieriste. C'est un nostalgique. Il a été duvalieriste à l'époque. Absolument, absolument. C'est-à-dire que, bon, enfin, il a été rapporté qu'à un très jeune âge, il était membre de la milice. Il était membre de la milice? Bon, c'est ce qui a été rapporté dans la presse. À l'âge de 16-17 ans, il était déjà membre. Il était déjà Macoute. Pardon? Il était déjà Macoute. Tonton Macoute, voilà, c'est ça. Et au cours de la période de la dictature militaire aussi, le coup d'État de 1991, il a été aussi membre des escadrons de la mort. Donc c'est ce qui a été rapporté aussi. D'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne cache pas en quelque sorte ses attaches avec l'ancien régime. Et quand il est parvenu au pouvoir en 2011, il s'est donné lui-même le titre de chef suprême. D'accord. C'est le titre qui avait été attribué en fait à Papa Doc, François Duvalier. Donc il y a eu chez le personnage, le nouveau président, cette tentation totalitaire. D'accord. C'est un nostalgique du bon vieux temps de la dictature où on pouvait. Mais il n'a pas pu réaliser. Il n'a pas absolument pas. Ça a été une caricature en fait. Donc ça a été, oui bien sûr, un gouvernement tout à fait carnavalesque, d'accord, qui est tiraillé en quelque sorte dans les contradictions, c'est-à-dire la volonté dictatoriale, mais la nouvelle période enfin, que nous vivons, c'est-à-dire Twitter, d'accord, Facebook, c'est-à-dire tout est rapporté. Toute tentative de répression, par exemple, une arrestation illégale, les abus de pouvoir, par exemple, et aussi la corruption. D'accord. Michel Martelly, c'est quelqu'un qui s'est enrichi énormément pendant les 5 ans qu'il a passé. Alors, on dit qu'il était déjà riche avant d'être au pouvoir. Absolument pas. Quelques mois avant son arrivée au pouvoir, Michel Martelly venait de faire faillite en Floride. Il venait de perdre 3 maisons. Donc c'est quelqu'un qui s'est rendu en Haïti pour se refaire une santé financière. Et il s'est lancé dans la politique. Parce qu'il y a eu, vous savez, vous vous souvenez de ça, il y a eu cette polémique sur sa nationalité. On se demandait s'il était haïtien ou américain. Absolument. Alors finalement, il avait les 2 nationalités. Bon, personnellement, je ne crois pas, d'accord. Pour moi, Michel Martelly est haïtien, d'accord. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de preuve, donc pour moi, il est haïtien, il ne s'est jamais naturalisé. D'accord. Oui. Et pour sa femme, il y a eu aussi des difficultés aussi. Bon, oui, bien sûr. Il y a sa femme qui est américaine. Sa femme est américaine. Elle est née aux États-Unis. Les enfants sont nés aux États-Unis. Son fils Timiki, il est né. Oui, bien sûr, né aux États-Unis. Mais Michel Martelly, il est né en Haïti. Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. On a cru, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui l'accusent d'avoir la nationalité américaine. Mais personnellement. Pourquoi vous l'appelez la pintade rose? La pintade, c'est l'animal fétiche de la dictature des Duvalier. C'est-à-dire que lorsque Papa Doc était au pouvoir, il avait adopté comme symbole la pintade.
D'accord. C'est comme, par exemple, aux États-Unis, on a l'aigle américain, ou bien pour la Russie, on a l'ours. D'accord. Donc c'est l'animal fétiche de la dictature. Et Michel Martelly, c'était aussi quelqu'un qui était obsédé par la couleur rose. D'accord. Qui voulait changer tout, les immeubles. Voilà. D'accord. Peut-être même le drapeau s'il l'avait pu le faire. Donc c'est sa couleur fétiche. Donc maintenant, comme il y a une entente, une alliance entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire le macoutisme, la dictature de Duvalier et cette nouvelle version moderne, donc j'appelle ces personnages des pintades roses. Alors, autre chose qu'on voit dans votre ouvrage, c'est que vous êtes très humoristique, très caustique, très ironique. Est-ce que un tel ouvrage peut être vendu en Haïti? Oui, l'ouvrage est vendu en Haïti normalement dans donc c'est exposé. Martelly l'a eu. Bon, Michel Martelly, c'est quelqu'un qui ne lit pas. D'accord, je ne l'ai jamais rencontré. Il ne lit pas. D'accord, il s'enorgueillit de n'avoir jamais lu de livre dans sa vie. Mais pourtant, il est devenu écrivain. D'accord, c'est-à-dire qu'il a écrit son autobiographie. D'ailleurs, ce livre que j'ai écrit part en quelque sorte de la vente dédicace de son livre qu'il vendait d'ailleurs à $50 l'unité. Alors, aujourd'hui, certains Haïtiens que j'ai rencontrés me disent que Martelly voudrait revenir. Mais la Constitution ne le permet pas, normalement. Non, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que d'après la Constitution haïtienne, on ne peut pas avoir 2 mandats consécutifs. Mais après 5 ans d'attente, on peut revenir au pouvoir. Parce que et ce ne serait pas Jovenel qui est là, c'est juste une transition. C'est juste une transition, c'est quelqu'un qui assure la relève, en attendant le retour de Michel Martelly. Ce ne serait pas étonnant de le voir revenir au pouvoir dans 5 ans. Parce qu'il a accumulé beaucoup d'argent. Aristide a essayé, il n'a pas réussi. Non, Aristide est revenu au pouvoir. D'accord. Aristide a eu 2 mandats. Il a eu 2 mandats, mais d'après la Constitution, il ne peut pas avoir un 3e mandat. Et Michel Martelly a eu seulement un seul mandat de 2011 à 2016, donc il peut revenir. Je ne sais pas. Actuellement, il est redevenu chanteur, puisqu'il y a un festival de compas où il sera ici bientôt. Ah oui, bien sûr. D'accord, donc il a accumulé beaucoup d'argent. Si on le reçoit, je vais lui poser des questions qui sont dans le livre. Bon, enfin, c'est-à-dire qu'il doit connaître l'existence de ce livre. Il doit connaître. Oui, mais il ne l'a pas lu. Ça, j'en ai la certitude. C'est quelqu'un qui s'enorgueillit de ne pas lire. Il dit même qu'il déteste les livres. Alors, aujourd'hui, vous entrez en Haïti normalement? C'est plus comme à l'époque de la dictature. En Haïti. La dernière fois que j'étais en Haïti, c'était en 2009. Juste avant le tremblement? Avant le tremblement de terre. Donc, je vis aux États-Unis. Pour moi, la situation en Haïti est révoltante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyage en Haïti, eh bien, c'est quelque chose qui vous fend le cœur. L'imagination au pouvoir. Alors, il y a le vol de métal qui est particulièrement particulier, et puis le journal du fou. Alors, c'est basé sur quoi, ça? C'est le journal du fou. D'accord. Eh bien, parce que les Duvalier ont monopolisé le pouvoir pendant 29 ans, il y a eu la dynastie, d'accord, le père de 1957 à 1971 et le fils de 1911 à 1986. Donc, il y a eu une certaine frustration au niveau de la classe politique en Haïti. D'accord, c'est-à-dire des dizaines de professionnels, d'intellectuels qui voulaient parvenir au pouvoir et qui ont développé cette maladie du pouvoir. Donc, c'est cette maladie du pouvoir qui se manifeste à travers ce personnage, d'accord, que vous trouvez dans le roman, d'accord, quelqu'un qui est enfermé dans une asile et qui pense pouvoir participer aux élections. À chaque fois qu'il y a des élections en Haïti, on a des dizaines de candidats, c'est ça. Absolument. Alors, il y a eu 52 dernièrement. Il y a eu 54 même. 54, et ça avait débuté avec... Si on a eu 82 aux législatives, donc on est encore loin d'Haïti. Voilà, c'est ça. Mais à un certain moment donné, il y a eu même plus de 100 candidats à la présidence d'Haïti. Ah oui, c'est ça. Et c'est normal. Bon, oui, c'est ça. C'est la maladie du pouvoir, c'est-à-dire cette disons, période de frustration qui maintenant se manifeste au grand jour. C'est-à-dire le rêve. En chaque politicien haïtien, il y a un papadoc qui sommeille. C'est-à-dire, il y a... Vous êtes très pessimiste, monsieur Desroches? Bon, c'est-à-dire que je dirais que je suis tout à fait réaliste. C'est-à-dire que je suis observateur de la réalité haïtienne depuis mon très jeune âge. Je suis de près ce qui se passe en Haïti. Mais où est l'espoir pour Haïti? Où est l'espoir pour Haïti? Parce que dans votre livre, je n'ai pas trouvé d'espoir. L'espoir pour Haïti... humoristique, mais enfin désespérant quand même. Bon, ce serait un grand sursaut national. Ou même une révolution. Carrément. D'accord, un grand sursaut national. C'est pourquoi, par exemple, moi, j'écris ces livres aussi. C'est-à-dire que je fais un travail de mémoire.
Parce qu'il y a une nouvelle génération d'Haïtiens, eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant. Ils sont en Haïti ou à l'extérieur? Ils sont en Haïti, ils sont à l'extérieur, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe en Haïti. D'accord? Ils ne savent pas ce qui s'est passé sous la dictature. D'accord? Il y a une tentative de révisionnisme, en quelque sorte, de réécrire l'histoire. D'accord? C'est-à-dire de montrer, par exemple, qu'à l'époque des Duvalier, la situation était meilleure, on avait la paix, la paix des cimetières, en quelque sorte. Je peux vous faire une remarque? Absolument. Alors, je suis allé en Haïti à l'époque de Duvalier. Oui. Bon, c'était une époque très dure, etc. Oui. Il y avait moins de voleurs, moins d'agressions, moins de tout. Absolument. On avait l'impression que le pays fonctionnait. Je suis allé en Haïti après Duvalier, je suis allé sous Prosper Avril, je suis allé sous Aristide. Oui. J'ai eu l'impression quand même que le pays était complètement démantibulé. Absolument. C'est-à-dire que alors comment expliquer ça? Ça veut dire que la dictature permettait de tenir le pays, les gens mais si vous allez si vous allez au cimetière aussi, vous allez trouver la paix. C'est ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'en Haïti, eh bien, il y avait ce qu'on appelle le monopole de la violence. D'accord, la violence d'État. D'accord, c'est un État terroriste. D'accord, c'est un État fasciste en quelque sorte. Hein. Vous avez l'armée répressive. Vous avez des dizaines de milliers de tontons macoutes, d'accord, qui tuent. Donc, dans ce cas-là, eh bien, Haïti est devenu un cimetière à ciel ouvert. D'accord. Donc, maintenant, après le départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986. Donc maintenant, il y a eu comme un grand soulèvement populaire avant ça. Oui, bien sûr, le déchoucage. D'accord. Donc maintenant, le gouvernement n'a plus le monopole de la violence. Donc c'est toute cette violence qui avait été réprimée en quelque sorte, d'accord, qui se manifeste. D'accord, il y a des groupes de bandits, des escadrons de la mort, Et ensuite il y a les tontons macoutes aussi qui reviennent. Ils sont revenus parce que ils sont revenus sur la scène. C'était des Inglindos qui avaient un moment. Absolument. C'est-à-dire que je suis en train d'écrire un nouveau livre là qui parle des événements qui se sont déroulés en Haïti en 1987. Ça fait exactement 30 ans. Il y a eu le massacre de la Royale Vaillant. Tout à fait. Donc mon prochain livre, ce sera sur ce thème, c'est-à-dire la violence, le duvalierisme en quelque sorte, sans Duvalier. Parce qu'il n'y a plus d'opposition depuis la mort, la disparition du Parti communiste, du PQC. Du PUSH, oui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, c'est-à-dire l'opposition a été ratiboisée, a été exterminée complètement. Donc c'est pourquoi, par exemple, sous le régime de Jean-Claude Duvalier, il y a eu une période d'accalmie en quelque sorte. Cependant, c'était toujours la dictature. Et Jean-Claude Duvalier lui-même, il vantait en quelque sorte ce que nous appelons sa tigritude. Il disait, petit tigre, c'est tigre, le fils du tigre est aussi un tigre. Alors, l'espoir pour Haïti, vous dites c'est une révolution. Bon, mais est-ce que les Haïtiens de l'intérieur sont convaincus de ça? Parce que la situation économique est reste toujours très difficile. Un grand sursaut national, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire que la situation se dégrade. C'est ce que moi j'appelle la décadence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut obtenir le vote. Alors, vous avez décadence quand même comme une danse. C'est la danse. Parce que voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que j'appelle l'esthétique de la maladresse orthographique. C'est-à-dire que changer en quelque sorte l'orthographe des mots pour signifier davantage. Oui. Donc aujourd'hui, eh bien, ce sont les musiciens qui mènent la danse sur le plan politique. C'est-à-dire, non seulement on a eu un chef d'État-président, on aurait eu aussi Wyclef Jean. D'accord. Wyclef Jean aurait battu Michel Martelly. On a échappé d'ailleurs. Bien sûr. D'accord. Et même à la Chambre, au Sénat, à la Chambre des députés, on a pas mal de musiciens aussi. D'accord. Des personnages assez bizarres, assez loufoques, qui, tout à fait incultes et qui deviennent députés, sénateurs de la Donc c'est la démocradence. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous dire tout ça. Je rappelle, alors votre livre il est épuisé en librairie, semble-t-il. Oui, absolument, mais nous avons un nouveau stock qui va arriver bientôt, parce que tous les livres ont été vendus, mais ces livres sont toujours disponibles à Amazon.fr, Amazon.fr. Donc si les gens qui aiment rire, eh bien, ils vont adorer ce livre. Je conseille. Et ce livre qui d'ailleurs a été qualifié par un lecteur comme le roman le plus cocasse
traces de la littérature haïtienne. J'ai comme l'impression, en tout cas, c'est-à-dire. Merci Casco Desroches. C'est votre vrai prénom, Casco? Voilà, c'est mon vrai prénom parce que je suis né en 1958, quelques mois avant la révolution cubaine. D'accord, vos parents ont choisi ça. Merci, il est 13h07. On continue avec le journal. On va recevoir tout à l'heure Christian Céleste, le responsable, le rédacteur en chef, on va dire, même directeur du journal Nouvelles Étincelles, pour parler de la fête de l'étincelle. Mais en attendant, on continue l'information avec Mendy. Oui, on continue avec l'information. On part du côté donc de la ville de Morne-à-l'Eau, puisque dans le cadre des mardis littéraires, ils invitaient la population donc à venir découvrir le guitariste Jean-Claude Gaspaldi, ainsi qu'en son recueil Guitare Jazz Créole Volume 1, au cours d'une soirée musicale au son de la biguine, la mazurka, le jazz ou encore le zouk. Les musiciens avaient la possibilité donc de ramener leur guitare. Ça s'est passé au marché aux vivres de Morne-à-l'Eau. C'était hier soir. On fait le point avec ce reportage de Lévi Moradel et Ludwig Benito. Je suis enseignant, je suis artiste, compositeur, auteur-compositeur également. J'enseigne la guitare et c'est à partir de ça en fait que je me suis rendu compte que si je voulais enseigner la guitare avec le répertoire antillais, avec des musiques antillaises, il y avait un déficit de partition en fait. Donc je me suis employé à faire les partitions, à les écrire et au fur et à mesure bien sûr l'idée m'est venue de les compiler dans des livres. À partir de Émilien Antille jusqu'à Patrick Saint-Éloi. On trouve des partitions de biguine jazz, de mazurka, de goka, ainsi que du zouk. En fait, les élèves se sentent plus à l'aise avec les musiques qu'ils entendent, des musiques de leur culture, ça c'est clair. Bien sûr, ça ne veut pas dire que j'enseigne que ça, mais c'est important de pouvoir faire les élèves découvrir les richesses du répertoire, des différents répertoires antillais. À la librairie Jazor, bien sûr, dans toutes les librairies, je pense que les livres sont placés. Bien sûr, il y a trois volumes. C'est-à-dire le standard créole 1 et standard créole 2, qui sont des livres dévolus à différents instruments. Tandis que le guitare jazz créole est dévolu à la guitare, bien entendu. Et bien sûr, soulève aussi la problématique de la rencontre des musiques folkloriques antillaises et du jazz. Mardi littéraire, c'est en fait une initiative qui a été lancée voilà bientôt 2 ans. L'idée, c'est une fois par mois, chaque mardi, un mardi de chaque mois, que nous puissions accueillir un auteur qui présente son ouvrage. Alors ce soir, c'est Jean-Claude Gaspaldi qui a écrit un recueil de chansons créoles et qui permet aussi donc aux amateurs de musique de pouvoir apprendre à lire, effectivement, à s'exprimer avec l'instrument qui est la guitare. Pendant les mois de juillet et août, nous prendrons une pause. Nous reviendrons en septembre. Alors, on préfère ne pas encore annoncer parce qu'en fait, nous sommes en pleine préparation de la programmation qui va commencer de septembre à juin 2018. Et là, nous ferons passer une bonne communication pour que les gens puissent venir régulièrement ici, marcher au vif, afin de découvrir les auteurs qui seront sélectionnés par la commission culturelle. Voilà, 13h11 et je vous l'ai dit, on reçoit le directeur de la publication du journal Les Nouvelles Étincelles qui, comme chaque année, fait sa fête. C'est la période après les élections générales au mois de juin. Bonjour Christian Céleste. Oui, bonjour Danick. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Ils sont partout, ils sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en France. Mais je sais précisément, mais c'est toute la communauté guadeloupéenne que je salue. Qui vous regarde en ce moment. Alors, la fête de l'étincelle, le journal, comment ça porte-t-il, ça va? Disons que le journal tient. Oui. Parce que quand on connaît aujourd'hui les problèmes de la presse de manière générale, oui. La presse écrite audiovisuelle, ce n'est pas une voie royale. Oui. Parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles pour faire vivre un journal
Notamment un journal comme le nôtre, qui est un journal quand même militant. Tout à fait. Ceci dit, l'Étincelle, quand même, aujourd'hui, a 73 ans. Déjà? Eh oui. Plus vieux que vous, hein? Ben oui, de beaucoup. Enfin, non, pas... Soyons modestes, pas de beaucoup, mais enfin... Oui, quand même. L'Étincelle a 73 ans. Oui. Et c'est la 52e édition de la fête. Ça fait 52 années qu'on fête l'Étincelle. Ouais. Non-stop, hein? Oui, donc nous sommes, si on veut, dans le cadre d'une démarche patrimoniale. Oui. L'Étincelle, ce n'est plus seulement le journal des communistes ou des travailleurs qui font confiance au Parti communiste. L'Étincelle est devenu depuis longtemps le journal du peuple guadeloupéen. C'est le journal qui porte, et depuis longtemps, les aspirations du peuple, qui porte les revendications du peuple guadeloupéen sur le plan économique, social, culturel, de l'identité. Donc c'est un journal qui est vraiment ancré dans le paysage. On peut regretter qu'il n'est pas assez lu, je le dis franchement. Mais pourtant, il est connu. Il est pas un Guadeloupéen qui on demande les nouvelles étincelles ou l'étincelle, même s'il ne l'a jamais lu, il en a entendu parler. Il est connu, c'est un journal, je l'ai dit, c'est un référent historique. Voilà. Partout on peut lire l'étincelle. Moi, je suis en responsabilité, je reçois de l'extérieur ou de partout dans le monde des demandes d'informations concernant l'étincelle, ou alors de partager des articles qui sont écrits par l'étincelle. Donc c'est un journal qui est connu, qui tient sa place. Alors la fête de cette année, c'est dans la tradition des fêtes qu'on organise depuis à peu près une dizaine d'années, parce qu'il y a eu une évolution. C'est ça aussi l'étincelle, c'est la capacité de tenir compte de ce qui change, de ce qui bouge, et de se saisir de ce qui monte du pays, peut-être de se saisir de ça avant les autres. J'ai écrit il n'y a pas longtemps dans l'étincelle un texte où je disais le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. Hein? C'est curieux. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un grand philosophe et marxiste avant. Et j'ai repris. Ça veut dire tout simplement qu'on doit être en capacité d'anticiper, de voir ce qui bouge dans la société pour essayer de comprendre et mettre ça en perspective. C'est ce que fait l'étincelle. Et notamment la fête de l'étincelle. Alors on nous dit que la fête, ce n'est plus la fête, ce n'est plus la masse, c'est plus la fête populaire. Ok, d'accord. Il est vrai qu'il y a 40 ans, la fête de l'étincelle, c'était la première fête du pays. Oui, après, avec les étapes cyclistes qui arrivaient. Oui, les étapes cyclistes, et bon, les grands moments festifs avec tous les grands groupes artistiques du pays, les grands orchestres, de Cuba aussi. Les débats politiques. Oui, bien sûr. La foire culinaire, c'était ça. Bon, c'était la première fête avant les fêtes communales. Oui. Mais on parle de la fête de celle qui a changé, qui n'a plus le même cachet. Mais regardons un peu, les fêtes communales ont disparu aussi. Parce que maintenant, il y a d'autres sollicitations, il y a d'autres centres d'intérêt, il y a d'autres propositions qui sont arrivées. Mais l'étincelle a évolué, s'est adapté. Maintenant, la fête est devenue une fête beaucoup plus thématique. Une fête qui tente effectivement de rassembler les Guadeloupéens sur un sujet d'intérêt national, je peux dire le mot national. On a eu déjà beaucoup de thèmes importants et qui sont repris des années après par tous ceux qui pensent pays, tous ceux qui agissent dans le pays, etc. Le problème de la mer, le problème de vivre ensemble, par exemple, le problème de la biodiversité, tout ça, etc. Cette année, nous mettons au cœur de la fête un thème qui, selon nous, c'est un thème fondal. Nous mettons le thème de la famille. La fête de l'étincelle est sur le thème de force à Guadeloupe, c'est force en famille. C'est important parce qu'aujourd'hui, la famille est menacée, la famille est attaquée de toutes parts, la famille est désarticulée dans cette société. Et beaucoup de gens partent dans tous les sens. On dit que bon, il y a la démission des parents et la famille, bon, ce n'est plus la famille comme elle était, la femme pour tout mi-temps, tout ça c'est mort, etc., etc. Tout ça au nom de la modernité, du mimétisme, au nom de faire comme l'autre, de sembler. Nous disons que la famille est importante. C'est le socle. Oui. Pour qu'une société puisse se développer. Même pour un communiste aujourd'hui, la famille, c'est quelque chose d'important? La famille a toujours été importante pour les communistes. Même si on a radoté sur Marx et Lénine qui auraient dit qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas... les enfants appartiennent à tout le monde, les femmes appartiennent à tout le monde. Bien que le texte fondateur, l'origine de la famille de Engels, c'est quand même un texte fondateur pour vous.
Oui, bon, mais il est vrai que la famille était au départ une notion effectivement bourgeoise. Oui, voilà. C'était, on ne va pas développer ici, mais on sait, c'est une notion bourgeoise. C'est-à-dire, au départ, l'idée de la famille, c'était l'idée effectivement de l'accumulation du capital. Tout à fait, voilà. Bon, maintenant, mais les choses ont beaucoup changé, et surtout nous, en ce qui nous concerne en Guadeloupe. Et c'est ça qui est important. La famille a joué un rôle particulier dans le développement de la société guadeloupéenne, dans sa fondation. Parce que nous avons une histoire qui est la nôtre, c'est l'histoire de l'esclavage et du colonialisme. Et pendant toute cette période noire de l'esclavage, eh bien, ce qui nous a permis d'exister, de nous construire, c'est précisément ces liens particuliers, très forts, de famille entre l'homme et la femme, et les enfants même cachés, même, etc. Donc, notre société a évolué avec une famille qui, précisément, se plaçait en perspective pour les enfants, l'avenir des enfants, se plaçait en perspective pour la sécurité de la famille. C'est-à-dire, la famille ne doit manquer de rien parce que, etc., etc. Dans le même temps, la famille a développé les idées culturelles que nous portons dans des familles, pas toutes les familles, mais les familles populaires. Le Goka, c'était quelque chose. La solidarité, par exemple. La solidarité. Le coup de main. Voilà. Les liens intergénération. Donc, par conséquent, la famille a joué un rôle très, très important. Et cependant, dans la dernière période, sous la poussée des idées externes, les idées de modernisme, etc., aussi, le poids de la société capitaliste qui désarticule les familles avec le chômage, avec toutes les propositions qui sont faites aux jeunes, etc., la famille subit, on peut dire ça comme ça, aujourd'hui, la famille subit, il y a une tentative de la démonter, de la désarticuler, de lui enlever son rôle. Nous, on remet ça au centre. Et on invite les Guadeloupéens, cette année, à la fête de l'Étincelle, à faire la fête en famille. Et on met au centre de la fête des choses importantes, des manifestations. Par exemple, le Ron Culti en famille, dans les rues de Sainte-Anne, sur 5 km, c'est une manifestation à la fois de défis physiques, de défis intellectuels, de défis historiques et patrimoine. On demande aux équipes constituées des membres de famille de venir se confronter dans la matinée de samedi. C'est le premier Ron Culti en famille que nous allons organiser. C'est quelque chose de fort. Oui, comment ça va s'organiser concrètement Comment ça va s'organiser concrètement? Alors, concrètement, les gens peuvent s'inscrire. Il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail sous les invitations. Le Ron Culti en famille partira de la mairie de Sainte-Anne et il y aura un document qui va donner le circuit avec les différentes étapes, les lieux qu'on doit découvrir sur le plan historique, économique, culturel. C'est presque un rallye en fait. Oui, c'est un rallye. Oui. Mais pas simplement un rallye sportif. Oui. Nous ajoutons ce rallye sportif. La notion culturelle. La notion culturelle, historique, patrimoniale. Etc. Voilà. Mais surtout, nous mettons ça aussi dans le cadre de la famille, parce que ce sont des équipes composées de membres d'une famille. Hein, des plus petits 10 ans jusqu'aux plus grands, etc. Il y a ça. Maintenant, je dois dire, c'est important, l'invité d'honneur de la fête cette année, ce sera l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens. D'accord. C'est important. Pourquoi? L'Étincelle, c'est un journal qu'on connaît, c'est un journal militant du parti, mais ça fait longtemps qu'il s'ouvre. Oui. Et Alexandre Olis en face de moi est bien placé pour le relais parce qu'il est l'un des premiers qui est venu travailler avec nous dans cette perspective d'ouvrir l'Étincelle. Et on a continué ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes quand même membres de l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens. Et la fête cette année, l'invité d'honneur, c'est l'Union des journalistes. Et qui aura son stand, qui organisera un débat sous la responsabilité des journalistes, un débat portant sur le thème, les réseaux sociaux, dans la famille oui. et dans la société, quelque chose de, à mon avis, de vraiment intéressant. C'est inédit, il faut le dire. Ah oui, c'est inédit. Et puis, comme nous sommes dans le pays, nous vivons avec le temps, notre temps et la jeunesse, il y aura cette fameuse soirée de Zumba géant pour faire danser nos femmes et nos jeunes hommes. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie, la tendance. Et puis, le premier concours de danseurs de cas à Galba-Sainte-Anne. Oui, nous sommes vraiment dans une fête de la famille, une fête culturelle toujours,
une fête qui se place aussi dans la perspective, avec des débats. Il y aura un fameux débat le dimanche matin, une table ronde avec des invités qualifiés, pourtant, qui sera modéré par un sociologue qui s'appelle Raymond Thau. Ce débat portera sur précisément la famille aujourd'hui. Peut-il être un frein ou une force dans le développement économique, social et culturel? Le cas de la Guadeloupe. J'invite les gens à venir à ce débat-là et je finis en invitant tous les Guadeloupéens à venir à la soirée inaugurale qui aura lieu vendredi soir. Oui, j'avais posé la question, la soirée inaugurale. 19h vendredi soir à l'hôtel Rotabas. D'accord. Autour d'une conférence précisément qui sera présentée sous le thème Force à Guadeloupe, c'est Force en famille, avec plusieurs invités qui prendront la parole. Il y aura un échange avec les personnes présentes et puis ça se finira par une petite partie culturelle. Et comme toujours, c'est la tradition, c'est nous. Avec un petit cocktail amical, on pourra boire un coup ensemble. Ça, c'est aussi le tincelle, c'est le pays, quoi. Tout à fait. Alors, Christian Céleste, je ne vais pas vous laisser partir quand même, puisque vous êtes un observateur attentif de la vie politique guadeloupéenne, sans ne pas vous donner 2 ou 3 minutes pour nous dire un peu comment vous avez ressenti ces dernières élections. Votre parti était représenté dans 2 circonscriptions. Ils n'ont pas réussi à traverser le mur de verre, comme on dit, le plafond de verre, comme on dit maintenant. Mais est-ce que, au-delà de ça, vous avez senti quand même quelque chose qui est en train de changer, ou alors on prend les mêmes, on recommence? Puisque quand même c'est 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux, enfin 3, au moins 3 nouveaux députés en Guadeloupe. Premièrement, je dois dire, et j'ai noté qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui ont critiqué, comme on a pu le faire autrefois, les résultats du Parti communiste. Je dois dire que nos camarades ont fait un bon travail. Ils ont fait un investissement politique. Et ils ont rencontré les Guadeloupéens. Et je pense que chaque fois, nous serons présents pour avancer avec les Guadeloupéens. Ce n'est pas simplement une question de résultat, une question... Nous y allons pour être élus, ça c'est vrai. Mais bon, être élu, ça se prépare, il faut un temps, etc. Mais nous y allons surtout pour rencontrer nos compatriotes, parler avec eux, comprendre ce qui se passe. Et nous avons encore compris. Nous, on savait au départ ce qui allait se passer, que les gens n'allaient pas voter. Les gens nous disaient franchement, moi j'ai fait campagne dans la 4e circonscription sur le terrain, que franchement ils sont dégoûtés, ils sont déçus, ils en ont marre, ils ne croient plus dans les politiciens, dans les élus, dans la politique. Ce sont des menteurs, ce sont des mascoteurs. Les gens, ils vivent leur temps, leur vie, ils racontent des clous et rien ne sert. Et c'est vrai. On le voit, les problèmes fondamentaux ne sont pas résolus, les élus passent, etc. Il reste 2, 3 mandats, 5 mandats, et ils parlent. C'est une réalité. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Je suis quelqu'un qui a été élu et pendant longtemps, près de 30 ans. Je ne crache pas dans la soupe, mais je sais, effectivement, qu'aujourd'hui, les responsables politiques doivent se regarder dans un miroir et se rendre compte. Ils se posent la question à quoi ils servent réellement dans les institutions. Parce que les problèmes fondamentaux du pays ne sont pas réglés. Donc, l'abstention, 75%, c'est ce chiffre qu'il faut retenir au premier tour. Eh bien, ça traduit parfaitement cet état de désarroi, de dégoût. Nous avons dit aux Guadeloupéens, il ne faut pas vous enfermer dans ce dégoût, dans ce refus. Parce qu'en faisant ça, vous laissez toujours la place à ces gens-là qui n'ont rien à faire du pays. Au contraire, il faut vous lever et vous battre. Il faut y aller. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est l'abstention, pour une fois, il faut le dire, qui a gagné et qui a traduit parfaitement tous les sondages qui se font depuis plusieurs années. Les sondages, comment ils appellent ça encore les études d'opinion. Les études d'opinion. Et de notoriété. Ouais, qu'on fait depuis des années, qui montrent, qui disent que les Guadeloupéens n'ont pas confiance dans les élus, etc. Mais après, ils continuent à voter pour les mêmes. Mais ce coup-ci, ils se sont braqués. Ils n'ont pas été votés. En tout cas, il y a une bonne partie qui s'est manifestée. Bon. Maintenant, il y a des élus au deuxième tour. Moi, je ne mets pas en cause les mérites des uns et des autres. Les gens ont leur mérite, leur possibilité. Je ne critique pas ça. Mais tout de même, je dis ici, franchement, que
l'élection de ces 4 députés ne va régler aucun problème du pays. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas qu'ils le disent non plus. Il faut qu'ils soient quand même honnêtes et conscients pour comprendre. Le grand chef, là, le Macron... Il représente moins de 13% de l'électorat, il faut le dire. Hein. Ah ben écoute, mais moi je pense qu'il faut quand même avoir l'humilité d'abord de ça, de dire je représente qui. Il y a un sacré problème. Et le chef, le Macron, c'est pareil. Il a été élu avec quoi 24% des suffrages des Français. Ouais. Alors quand j'entends tout ce tintamarre, ce tapage, le Macron, le renouveau, la fin des partis politiques, et la démocratie, tout ça c'est du rigolo. Il n'y a rien de ça. Macron ne fait que recycler des vieilles idées. L'idée de dépassement des partis politiques, ça remonte à loin depuis que Karl Marx a publié le manifeste du Parti communiste en 1848. Les bourgeois pose le problème de l'éclatement. De quoi? Quand tu dis dépasser le parti politique, la gauche et la droite, c'est la fin de la lutte des classes. C'est toujours la suprématie de la bourgeoisie. Mais c'est vieux. Des politiques comme le général de Gaulle a été l'un des premiers. Il ne supportait pas les partis politiques. Par rapport à son ego, son statut, c'était quelqu'un de bizarre, le de Gaulle. Et il a fait monter une constitution, la 5e, par Michel Debré, précisément pour avoir le pouvoir personnel. La 5e constitution accorde le pouvoir personnel au président. C'est la monarchie présidentielle que nous avons là. Le mec, il fait ce qu'il veut. Il nomme son premier ministre, il nomme aussi le gouvernement, il peut renverser tout ça, échanger, etc. Bon, donc, maintenant le drame de l'affaire, c'est la façon dont Macron a été élu, en blousant tout le monde. Hein? Et le mec, c'est ce que moi j'ai appelé dans un article la menthe comment ça s'appelle cette foutue bête qui s'accouple avec la menthe religieuse qui s'accouple avec son mal et puis qui bouffe le mal. Oui. mais c'est ça qu'il a fait le gars. Oui. Il s'est accouplé avec les politiques, avec les socialistes, et ensuite il a bouffé les socialistes et il tente aussi de bouffer tous les partis politiques. C'est une menthe religieuse, le Macron. Oui. Bon, et on va voir déjà Bayrou, là, il va passer à la trappe là. Oui. Et puis il a démissionné. Tous les gens du Modem ont démissionné. Il a démissionné. 4 ministres ont démissionné. Alors voilà, ça commence. Oui. Alors un nouveau gouvernement, renouveau, etc. Moi, je veux bien. Comme on dit, il faut donner le temps au temps pour voir ce qu'ils font. Mais quand même, je suis quand même un dirigeant politique qui pense connaître 2 ou 3 choses. Et j'affirme ici que cette démarche macroniste qui est de coller les bouts, et souvent de coller des bouts contraires, de coller des tissus qui ne vont pas ensemble, de faire ni droite, ni gauche, ni parti, ni rien. Et dans le même temps, le mec, il crée son propre parti. Alors, il dit qu'il a réglé la question des partis politiques en France, c'est disparaître ses voitures, et lui, il va créer un parti organisé, centralisé. Plus centralisé que le Parti communiste. Oui, parce que le Parti communiste est centralisé démocratiquement. Ça part de la base, mais lui, c'est d'en haut, ça part, et on s'aligne. C'est grave. Bon. Et puis, tout le monde sait que Macron, c'est la finance. Hein. C'est l'argent. Alors, pour répondre à la question précise, un dernier mot, oui, nos députés. Oui. Bon, ce qui m'a surpris dans l'affaire, et j'ai dit ça, personne n'a entendu. Mais pourquoi, par exemple, dans la 2e, Perrin et Benin se crépaient les chignons. Elles sont toutes 2 pour Macron. Elles nous disent toutes les 2, si elles sont élues, elles iront dans la majorité Macron. Et alors ici, elles se bouffent la gueule. Ça sert à quoi, ces histoires-là? C'est pour une place. De l'autre côté, c'est pareil. Oui. À Obo, droite, plus droite que droite, oui. Avec la socialiste opposée, ok, j'entends, l'autre soir, après l'élection, la socialiste va aussi apporter sa contribution, comme les socialistes défroqués de France, parce qu'il y en a beaucoup de socialistes défroqués qui sont partis au galop là, dans l'affaire, à l'Abreuvoir. Alors donc, quelle différence entre Arbo, la socialiste, et puis l'ami de l'EDH, là, qui a été élu. Pareil, c'est pas trop quoi. Il est pour le Macron, il reste socialiste, il a demandé Auguste, l'Auguste n'a pas fait.
On va où avec ça? Ça, c'est pas de la politique, c'est pas avec ça qu'on va changer le pays. Christian Céleste, merci. Je vous donne juste même pas, je ne vous pose pas la question. Il y a un ouvrage qui est sorti très récemment, rédigé par un jeune universitaire guadeloupéen qui s'appelle Antoine Lapin. Ça s'appelle L'autonomie pour la Guadeloupe. Je vous conseille de le lire et quand la prochaine fois que vous viendrez, on en parlera. Je l'ai lu déjà. Vous l'avez lu déjà. Et je l'ai lu plusieurs fois. On en parlera, c'est vraiment important. Oui. Le communiste que je suis est heureux de lire ça. Je lui ai posé la question d'ailleurs si vous avez vu. Oui. Parce que quand même, nous avons été les seuls depuis 1958 à porter cette revendication dans des conditions abominables des fois. Oui. Bon, bref. Mais qu'aujourd'hui un jeune qui n'était même pas né quand nous avons posé la revendication de l'autonomie et qui vient aujourd'hui, et j'avoue honnêtement, j'ai lu le livre. Il faut le dire franchement, il explique ça mieux que les communistes. Merci Christian Céleste et bonne fête de l'Étincelle. Ce sera à partir de ce week-end, vendredi. Oui, et nous attendons tous les Guadeloupéens sur la plage de Galba à Sainte-Anne. Parce que je le dis avec force, sous la bannière de l'UJMG aussi, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe. 13h53, on continue l'information avec Mendy qui sourit parce qu'elle a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Effectivement, on va parler maintenant des ateliers Food Deal. Lancés depuis le mois d'août 2016 par Jessica Brudé. Eh bien, les ateliers Food Deal accueille ce mois de juin Tania Saint-Val, l'une des plus belles voix de la musique, a accepté donc de mettre son tablier et de partager un cours aux côtés des élèves. Guidés par Mac Ledema, la diva et les élèves ont été reçus à l'auberge La Vieille Tour. On fait le point avec ce reportage signé Vianney Valverde. Je suis expatriée en Guadeloupe, ça fait 7 mois que je suis là, ça me plaît beaucoup. Je découvre beaucoup de choses au niveau de la cuisine, énormément de produits que je ne connaissais pas et que j'apprends à travailler petit à petit. J'ai rejoint les ateliers de Food Deals parce qu'ils m'ont gentiment proposé de faire un petit partenariat avec eux. Donc je viens un peu animer les ateliers de cuisine avec Marc. Voilà, ça fait une petite présence en plus. Alors aujourd'hui, on a préparé une blanquette de porc. On a fait une blanquette de porc avec des produits d'ici, des saveurs d'ici, comme du gros thym, comme du bois bandé, du bois d'Inde de la citronnelle, parfumé à la citronnelle. Après en dessert, on a fait les crèmes brûlées à la mangue. Et en entrée, ce sont des sablés qui sont faits avec une farine de giromont. Ce sera servi avec un petit beurre vanillé et de la langouste. Que des produits locaux. Ils sont travaillés différemment, parce que j'ai pas encore suffisamment de base au niveau des produits que vous avez ici pour pouvoir les travailler de manière créole. Donc pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai une cuisine qui est très méditerranéenne et que je commence à agrémenter avec les produits d'ici pour pouvoir justement faire vivre ma cuisine ici avec des produits d'ici. Food Deal qui est à la fois une application qui met en avant les restaurants, mais aussi depuis peu, on a lancé des ateliers culinaires pour pousser notre amour de la gastronomie, pousser notre amour du bien manger et permettre aux gens de découvrir de nouvelles recettes. Donc aujourd'hui, nous sommes accueillis par l'auberge de la Vieille Tour et nous faisons un atelier en cuisine avec où Tania Saint-Val est commis. Donc avec Marc Ledema et Amélie, nous avons 2 chefs qui nous permettent donc de pousser les recettes où nous avons un sablé à la langouste, une blanquette de veau avec un flan à la papaye et aussi une crème brûlée à la mangue. Donc tous les élèves vont réaliser toutes ces recettes pas à pas et après on va déguster avec Tania. Alors nous sommes à la Vieille Tour dans les ateliers de Food Deal. Je suis très contente d'être là tout simplement parce que ça me permet d'encourager la personne qui est à l'initiative de ce projet, Jessica Brudé, parce que c'est vrai que je la connais et qu'elle avait envie de porter ce projet qui lui tenait tant à cœur. Donc aujourd'hui, je vois que ça commence à porter du fruit, que ça se réalise, donc je l'encourage. Et puis bon, pour le dernier atelier Food Deal, pour moi c'est comme une grâce, une bénédiction en fait, puisque de par mon métier, j'ai pas tellement eu le temps de faire la cuisine. Enfin, c'était pas vraiment mon truc. C'est pas mon truc. Je fais de la cuisine pour manger en fait, et non pas par passion, parce que j'aime ça. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai envie de faire des petits plats un peu plus fins, des choses un petit peu plus élaborées au niveau cuisine. Donc je suis là avec les chefs cuisiniers dans l'atelier et ça me fait plaisir d'être là et d'apprendre de nouvelles choses.
Et enfin, l'artiste peintre Syl Vaé, en collaboration avec la ville de Petit-Bourg, a invité donc le public au vernissage de l'exposition Vibration qui a eu lieu ce vendredi dernier à l'Office du tourisme situé à l'angle des rues Delgrès et Bel-Air. Une belle occasion de rencontrer donc le peintre et de découvrir ses toiles. On regarde ces images signées Vianney Valverde. Depuis 7 ans maintenant. J'ai commencé avec l'atelier de Canellard de Simone Cancelier qui m'a appris quand même pas mal de bases. J'avais déjà la peinture en moi puisque plus jeune, je voulais être peintre et chef cuisinière. Mais c'est le milieu du social qui m'a happée. Je me suis laissée happer et c'est un milieu que j'aime beaucoup aussi, l'accompagnement dans le milieu social. Puis en fait, j'ai pris mon envol depuis 2 ans où je crée par moi-même. Alors mes thèmes privilégiés sont la nature, la danse, la musique, la spiritualité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'aime. Alors je peins à l'acrylique et j'aime ajouter d'autres matériaux, métal, fibres de coco, terre, enfin pas mal de petites choses, faut venir voir. Et dernièrement, je me suis essayée à la bombe et ça me plaît aussi. Et puis, j'espère bien aller vers l'aquarelle. J'ai aussi une peinture au couteau. En fait, la peinture, c'est quelque chose, je dirais, pour rire un peu, que j'en mangerai à la petite cuillère. Tout ce qu'on peut faire avec la peinture, ça m'intéresse. Cette exposition s'appelle Vibration parce que quand je peins, je vibre. Quand je choisis mes modèles, je vibre. Enfin, tout est vibration dans la vie. Rencontrer quelqu'un, regarder la mer, un arbre, une plante, une roche. J'aurais bien aimé qu'ils vibrent un petit peu avec moi aussi et je les invite à venir voir et c'est vraiment de tout cœur que je partage et je me sens un petit peu émue parce que c'est une partie de moi que je dévoile toujours et c'est assez profond. Là, on est sur la partie un peu abstraite qui a beaucoup de sens et je dis aux gens que s'ils ont besoin de savoir ce que je ressentais en les peignant, pourquoi ce titre, Vine voix moins, nous qu'est pas aller. Voilà, on va échanger ensemble. Voilà, je les invite tous à venir, je les recevrai avec plaisir. L'expo dure jusqu'au 24. Il faut bien regarder les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture de l'Office de tourisme de Petit-Bourg qui me donne la chance d'exposer. Je remercie encore la collectivité, monsieur le maire et toutes les personnes qui ont participé à cette expo, services techniques, etc., la communication, j'ai monsieur Apourou qui assure la sono, du jazz, etc. Non, ça va, je suis comblée. Voilà, il est 13h39 dans le ZCN. Il va la partie très attendue, la partie culturelle avec Martine. Bonjour. Bonjour Danick. Et la partie chronique Coco et Abricots qui revient enfin sur les médecines douces. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui attend particulièrement cette chronique puisque je l'avais annoncé. Bonjour Jocelyne. Bonjour Danick. Bonjour Martine. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et les auditeurs de RHT, bien sûr. Radio Attention. Alors, médecine douce, qu'est-ce que c'est? Ça sonne bien, médecine douce. Oui, la médecine douce, ça sonne bien, c'est doux, mais comme on peut l'entendre, c'est doux, c'est-à-dire c'est en douceur. Contrairement à la médecine conventionnelle qui utilise des produits chimiques, mais la médecine douce utilise que des produits naturels, donc bon pour le corps. Il faut savoir qu'on l'appelle médecine parallèle aussi, parce qu'elle est en parallèle avec cette médecine conventionnelle et elle couvre plusieurs pratiques. Donc la médecine douce, ça peut aller des pratiques de médecine manuelle où on peut regrouper l'ostéopathie, la chiropractie, qui eux utilisent tout le corps, c'est-à-dire qui englobe le corps, c'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça englobe aussi les médecines traditionnelles chinoises telles que l'acupuncture, le shiatsu, et c'est vieux de plus de 4000 ans. Et eux, ils utilisent les éléments qui composent le corps, qu'ils ont définis, les 5 éléments qui composent le corps. Et ensuite, il y a les nouvelles médecines douces, on peut dire, qui sont vieilles de 20-30 ans, comme la bioénergie, la kinésiologie, etc.
Donc il faut savoir que pourquoi cet engouement dans la médecine douce, parce que les gens ils en ont marre de prendre des choses chimiques, des médicaments et des fois qui ne voient pas, qui n'améliorent pas leurs conditions. Alors donc ils se tournent de plus en plus vers la médecine douce. Pourquoi? Parce que la médecine conventionnelle traite que le symptôme. C'est-à-dire on est malade, la médecine va traiter que le symptôme en donnant des médicaments. Alors que la médecine douce, elle va aller avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit malade? Elle cherche à trouver le lien qui a permis, quel est le déséquilibre, surtout quand c'est de l'énergie, quel est le déséquilibre. Si c'est un mouvement, on souffre de quelque chose, quelle est la posture qu'on a fait qui a pu occasionner ce mal. Et des fois, ça remonte à plus, ça peut aller même jusqu'à se servir de l'hypnose pour aller chercher dans l'enfance ou dans sa vie quelle blessure qu'on a à l'âme. Le traumatisme passé. Voilà, exactement. Et on dit que tout, comme dit Muriel, notre coach, tous ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Donc parfois, ça peut remonter à l'enfance, des maux quotidiens, et ça va se manifester à l'âge adulte parce qu'on a des problèmes. Des fois, on souffre du dos, c'est peut-être on a trop de soucis, on a trop à porter, et le corps répond de cette manière-là parce que lui, le corps, il imprime tout et il lâche tout. Et c'est comme ça. Donc, la médecine douce, vraiment, l'avantage, c'est d'aller chercher avant les causes de la maladie, alors que la médecine conventionnelle traite les conséquences. Ensuite, on peut dire que la médecine douce qu'on utilise le plus souvent, c'est l'homéopathie, parce que c'est abordable, c'est pas cher. Elle va traiter les maux du quotidien. De plus, il n'y a pas de contre-indication. Mais il y en a d'autres. Il y a la médecine avec les gymnastiques, la médecine douce avec la gymnastique, telle que le yoga, qui permet de rééquilibrer le corps, le réénergiser. Il y a d'autres aussi. Il y a le shiatsu, le tai chi. Ici, vous ne savez pas, quelqu'un qui est responsable, qui fait de la respirologie. Oui, la respirologie avec Madame Fabienne Alvarez, qui est la seule à faire la respirologie en Guadeloupe. Donc il y a différents, mais s'il faut nommer, d'ailleurs, j'ai fait la généralité de la médecine douce, parce qu'après je vais rentrer dans le détail. Il y a la respirologie, il y a la sonothérapie, se soigner grâce au son. Il y a il y en a pléthore. Donc là, je veux vraiment parler de la médecine douce et les avantages, parce que c'est une médecine naturelle, sachant que quand on prend des médicaments, le médicament d'ailleurs, ça vient du grec poison, médicos, poison. Donc on ingère quelque chose pour pouvoir nous guérir. Donc, notre maladie. Et voilà, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on peut comprendre l'engouement de la médecine douce. C'est vraiment parce que ça utilise que des produits naturels ou des moyens naturels. Ça peut être le massage, ça peut être les plantes, ça peut être les huiles essentielles, comme dans l'aromathérapie que j'avais fait, la phytothérapie. Ensuite, ça peut être la diététique, comment manger mieux, pour que le corps soit mieux. Ça peut être les gymnastiques, le yoga, quelle posture avoir, quels sont les mouvements faire. Ça peut être aussi l'ostéopathie qui te dit comment placer ton corps pour pouvoir guérir. La kinésiologie qui va, comme je disais, désancrer une ancienne blessure qui devient, c'est-à-dire que cette douleur est occasionnée par une émotion. Et lui, il va chercher cette émotion pour pouvoir la désancrer, comme les énergéticiens aussi, qui rééquilibrent l'énergie du corps. Donc, il y a tout un panel, et c'est selon le besoin de la personne, il va se tourner vers tel ou tel thérapeute. Mais il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication, c'est de vouloir faire que de la médecine douce si on a une grave maladie. Mais il faut déjà, on se fait traiter, et ensuite on va accompagner. C'est une médecine d'accompagnement quand on n'est pas malade, ou mais une médecine préventive. Son origine, c'est déjà la médecine préventive. Avant d'être malade, d'aller là. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau de la médecine douce, sachant qu'il y a 20 à 50% d'Européens, on se base pas sur les autres, qui utilisent cette méthode. Et il y en a même d'autres qui veulent que ce soit remboursé par la sécurité sociale, parce que il y a des freins. L'ostéopathie est considérée comme une médecine douce. D'ailleurs, en 2002, avec la loi Nicolas, le décret Nicolas, elle a été reconnue comme... on lui a donné ses agréments, en même temps que la chiropraxie, la kinésiologie, qui sont... Et c'est seulement en 2002 qu'il y a une reconnaissance du métier par rapport à cette pratique, alors que ça existe bien longtemps. Il faut savoir que, aux temps anciens, entre guillemets, il y avait les médecins de famille.
les médecins de famille, eux, ils connaissaient la famille, ils avaient accouché le papa, maman. Donc, quand on allait les voir, ils nous écoutaient et nous donnaient des conseils. Maintenant, quand on va faire une consultation chez le médecin, c'est 15 minutes. Vous êtes malade, tac, 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 une ordonnance. Alors que chez un thérapeute quelconque, que ce soit un bioénergéticien, que ce soit un kinésiologue, que ce soit un naturopathe, c'est la séance est de 45 minutes à 60 minutes. Donc, il nous écoute. Il a le temps de déceler quel est le problème. Est-ce que c'est vraiment un problème? Et peut-être le problème qu'on dit qu'on a, c'est déclenché par autre chose. Voilà aussi l'écoute qu'il y a avec les médecines douces. Et voilà aussi pourquoi il y a cet engouement. D'accord. Est-ce que la médecine douce commence à se développer en Guadeloupe? Oui, il y en a énormément d'ailleurs. Il y a beaucoup de naturopathes déjà. Il y a des kinésiologues. Il y a la respirologue, la seule qui est là. Bon, il y a le sonothérapeute là, Monsieur Fontange, c'est le seul. Et il y en a pléthore. Il y a l'iridologie aussi avec une autre. Donc il y en a énormément. Que ce soit des naturopathes, des ostéopathes, des masseurs, des bioénergéticiens avec Madame Ramaël, bioénergéticienne, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment... Et qu'est-ce qui fait que ça se développe? Parce que les gens ont besoin, ils sont submergés par leur travail, par les anxiétés, et voilà, ils n'arrivent plus à gérer, ils mangent mal, ils respirent mal, et maintenant, d'où se développent des maux du XXe siècle, le burn-out, etc. Et la médecine douce est là pour vraiment aider ces personnes à pallier, à les aider à se guérir, entre guillemets. Et ça rentre aussi dans le développement personnel. Pardon? Il y a un aspect légal? Oui, c'est-à-dire que dans certains pays, et même en France, c'est toléré. Il y a certaines pratiques qui sont tolérées. Il y en a d'autres aussi qu'au niveau légal, on a permis d'avoir des reconnaissances. C'est reconnu. Comme la kinésiologie, il faut faire une école pendant près d'une année et avoir un titre pour pouvoir exercer. Pareil pour l'ostéopathie. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment toléré. Et dans certains hôpitaux maintenant, et dans certains EHPAD, on emploie comment faire du yoga, faire les enfants ou les adultes ou les personnes faire du yoga parce que ça permet d'avoir une souplesse, de retrouver, d'être moins anxieux, de mieux dormir. Il y en a d'autres dans certaines... dans les... comment dire pour les cancéreux, les jeunes cancéreux. J'oublie le nom de l'hôpital. Là, ils font la rirologie. Rirologie, c'est-à-dire aider les enfants par le rire. C'est-à-dire parce que le rire aussi, ça dégage des endorphines, ça permet d'améliorer l'état et le mental. Donc il y a la rirologie, il y a la sophrologie dans d'autres établissements. Donc beaucoup, la médecine légale s'associe souvent avec la médecine naturelle pour pouvoir aider les gens parce que pour trouver une réponse aussi, parce que chaque personne est unique, donc il faut trouver une réponse unique à leurs mots. Donc voilà. Dernier point, alors ça rentre dans une économie publique, dites-vous? Mais oui, parce que en pharmacie, en général, quand on va acheter l'aromathérapie ou des trucs comme ça, c'est en libre public. Mais c'est un peu cher. Donc c'est pour ça que les personnes militent maintenant pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Bon, on va attendre. Les pratiques de remèdes rasiers, ça rentre? Mais bien sûr, mais ce sont les plus anciennes médecines naturelles. C'est ce que nous avions. En France, on appelle rebouteux. Ici, c'est les médecins rasiers. Mais c'est ce que nous avions. Du moment qu'on utilise les plantes, tout ce qu'on utilise de naturel, les massages, les frotteurs, ça rentre dans la médecine douce. Nous l'avions déjà. C'était dans notre culture. Maintenant, on s'apporte d'autres noms, masseur ceci, masseur énergéticien, magnétiseur, mais ça existait déjà chez nous. Et voilà quoi. Bien, rien à rappeler en fin de parcours aujourd'hui? En fin de parcours, oui, il y a plein de choses à rappeler. Je remercie mes sponsors, Barbin Florence pour le maquillage, l'agence New You, Kafka Énergie, professionnel de la conduite, je les remercie. Mais moi, je voudrais dire un petit message particulier à ma marraine de cœur, Madame Renaud. Je lui souhaite un bon rétablissement et que je l'aime beaucoup, en effet. Et je salue ses filles, Viro, Régine, Rosemary et Pascal. Un gros bisous à eux. Voilà. Alors, merci. Autre chose, comme je parlais de la médecine douce, le 24 juin, il y a un séminaire, la 3e journée du yoga qui va se dérouler à Fort-Fleur-d'Épée. Donc, ce sera de 15h à 19h. Donc, j'encourage tout le monde à aller au Fort-Fleur-d'Épée pour découvrir qu'est-ce que c'est le yoga s'ils ne connaissent pas, ou d'y aller pour pratiquer. Donc, ils se munissent de leurs serviettes et tout et qu'ils y aillent, quoi.
Bien, merci Jocelyne. Avant de passer la parole à Martine pour sa chronique culturelle, on a largement le temps aujourd'hui, il est un peu de 10 minutes. Juste pour dire que demain, vous aurez l'opportunité de gagner des tickets pour le concert Magnum Band et Quaxicolor. Soyez tous à l'écoute du ZCL. Je posais des questions très simples. Ils ont pu gagner. Sinon, deux autres choses. Le Festica, ça c'est pour nos amis qui sont en France. 5 sens pour l'excellence de l'art. Festival d'essence et du cadre du 23, 24 et 25 juin. Il y a plein de gens, notamment Benzo qui part ce soir, et aussi d'autres chanteurs de Coca guadeloupéens qui seront tous à ce Festica. Esnar Boadieu, qu'on dit qu'on présente dans le dossier de presse comme une grande figure du Coca chanté, mais aussi d'inventeur de l'un des patrimoines immatériels de la Guadeloupe, qu'est le boulaguel, ce qu'on appelle le banjo guitare. Voilà, Martine, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup, Danick, de me donner la parole. Hein? Merci. Bien bonjour à tous nos auditeurs, également aux téléspectateurs, auditeurs de RHT. Bien bonjour à tous ceux qui nous regardent, à mon fan club qui ne cesse de grossir. Voilà, d'autant plus que j'ai été absente. Alors, aujourd'hui, pour faire dans le remake, moi, j'ai envie de vous parler du Terre de Blues. Eh bien oui, c'est passé depuis un petit moment, mais étant donné que je n'ai pas pu venir vous faire mon petit retour du J'y étais sur le Terre des Blues, donc j'ai souhaité vous le faire aujourd'hui. Et il est question de musique, donc je parlerai également de la fête de la musique. Il y a un lien bien évidemment entre les deux. Et puis quelques agendas parce que ça le vaut bien. Voilà, tout simplement. Alors, Hypatie, Terre de Blues pour commencer. Alors, pour ceux qui n'y étaient pas, Terre de Blues, tant pis, pouzotte. Mais moi, j'ai mon petit vintage. J'ai mon petit t-shirt. Ah, elle l'a eu. J'ai mon t-shirt. Regardez ça. Ouais, et surtout, ce que j'ai trouvé hyper sympa sur le t-shirt, c'est qu'on fait dire à Monsieur Tyrolien, qui était donc la figure de patronage, qui avait été le parrain donc, de cette édition pour son 100e anniversaire, eh bien, on lui fait dire « Seigneur, je veux aller à Terre de Blues ». Et il y était. Il y était, il a été porté, il était présent, très présent par sa fille, Malika Tyrolien, par tous ceux qui l'ont honoré, évidemment par sa photo qui était présente sur l'ensemble des supports de ce festival. Et j'ai envie de dire que cette 18e édition, eh bien, c'est un bel opus à plusieurs titres. D'abord parce que la Marie Galante, et je crois qu'ils ont été félicités pour ça, il y a un travail vraiment énorme qui a été fait pour accueillir le public, que ce soit en termes de structure, que ce soit en termes d'organisation. Donc bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce terrain-là. Il faut dire que maintenant, le village du festival est extrêmement bien implanté au cœur de Vieux-Bourg, de Grand-Bourg, pardon, et que l'ensemble des visiteurs sont bien accueillis immédiatement à la descente du bateau, et qu'on a l'impression maintenant que les Marie-Galantais, Grand-Bourg, je veux vraiment parler de Vieux-Bourg, mais Grand-Bourg a vraiment complètement intégré ce festival dans son organisation, et ça, il était temps effectivement que ça se fasse, et c'est une belle chose. Donc bravo, et moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai vécu ce festival autour de 3 dates, bien sûr, fortes. Le premier jour, le 2 juin, avec Ronnie Théophile, toujours aussi flamboyant dans ses mises en scène et dans sa participation au festival, avec également la légende de Bobby Bush, 83 ans quand même sur scène. Donc le blues et lui, ça ne fait qu'un, et son harmonica. J'ai adoré son déhanché, mais il est quand même très porté sur vous savez, les 2 pommes là qu'on a derrière, hein, parce que ces danseuses, c'était essentiellement ça. C'était un qui fait ça yote kaboué. Donc à chaque fois qu'il y avait un beau mouvement, elle se tournait et ça y allait. Le mouvement du badirin était extrêmement chaloupé, et je crois que quelques personnes ont apprécié dans le public, et quelques personnes très prudes ont dit mais quand même, I'm shocking. Il y avait une dame à côté de moi qui dit mais quand même, qui fait ça madame, vous êtes qu'à présenter. Enfin bon, il y en avait pour tous les goûts. Après Bobby Bush, nous avons eu Sizzla qui est décrié lui aussi, mais qui est quand même, il faut le reconnaître, un chanteur qui prononce, qui fait du mouvement lorsqu'il est là. Ça a mobilisé les foules, et c'était un très très beau concert. Bon, j'ai quelques bien sûr grandes personnalités qui étaient présentes encore, je ne veux pas toutes les citer, mais je ne finirai pas cette petite rubrique sans citer l'homme de cœur. Campai Segundo. Il n'est plus là, le grand Maximo Francisco Repilado, mais seulement sa musique est toujours là. J'ai dansé, j'ai serré dans mes bras celui qui est son digne héritier, et c'était trop fort, trop bon. Et la toute dernière soirée à laquelle j'ai participé,
C'était la soirée de clôture. C'était donc le jour, le lundi. Le lundi, je crois qu'on est en train de me faire signe que j'aurai pas le temps de dire grand-chose, mais je finis quand même. Eh bien, j'ai assisté donc à la clôture avec le groupe New Look. Alors là, c'était le déchaînement sur la place, juste en dernier jour de ce festival. New Look Bouglaï, j'étais, il y a ces foules-là. J'ai pris un sort de bain de foule. Je pense que je suis l'une des dernières à avoir filmé ça. Je vous le montrerai la prochaine fois. C'était du grand art. Et j'ai serré dans mes bras l'un également. Et oui, mais j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Ça sera la deuxième photo que vous verrez la semaine prochaine. Bref, faites de la musique. Oui. Puisqu'il faut que j'aille vite. Il y a beaucoup, hein? Beaucoup de choses. Il y a énormément de choses, donc j'ai rien retenu. Voilà, comme ça bon? C'est simple. Mais oui. Pointe-à-Pitre, fête de la musique, mais j'avais envie de vous dire quand même que cette fête de la musique, c'est quand même une grande fête qui a pris naissance en 81. Je rappelle simplement que c'est Jack Lang, à l'époque ministre de la Culture, qui a lancé de manière officielle cette fête en 1982. Mais avant lui, c'est un musicien américain qui a eu cette idée originale de faire une fête de la musique, parce que ce jour-là, ça s'appelait pas comme ça, hein, mais une fête à cette date. Et Jack Lang l'a retenu le 21 juin, parce que c'est le plus grand jour de l'année, solstice d'été. Oui, donc voilà. 82, ça fait un petit bail. Maintenant, les 5 continents fêtent la musique. Plus de 300 pays fêtent à la même date que nous la fête de la musique. C'est quand même un bel hommage à ce monsieur Jacques. Beaucoup le disaient comme ça. Je reprends parce que je trouve ça trop mignon. Bref, trop de dates pour tous vous les citer. Vous avez des sites internet, mais toutes les communes. Je peux vous parler de la ville du Moule qui fait la fête de la musique. Je peux vous parler de Pointe-à-Pitre qui fait une très très belle scène sur la place de la Victoire qui va commencer à 16h30 aujourd'hui. Je peux vous parler de Petit-Bourg. Je peux vous parler du Memorial Act, et il y en a tellement que c'était pas la peine que je les retienne. Vous irez sur les sites internet et je suis sûre que vous vous amuserez. Et puis si vous voulez aller nulle part, vous ferez comme moi une année avec mes frères et sœurs. On a pris des casseroles, on s'est mis à la fenêtre et nous cognions casseroles et nous fait musique en nous aussi. Donc, quelques dates, je vous l'ai dit. Je suis aussi allée à la Polar Fair, c'était grandiose. Salut Thierry, c'était une très très belle manifestation, très bien, beaucoup de monde, mais il a fait un effort parce que la presse maintenant peut venir un peu en amont et on peut assister, vraiment rencontrer les artistes en dehors du bain de foule, et c'est appréciable. Mais c'était très chouette, je suis même montée dans la grosse Volvo, je me suis fait conduire comme une VIP. Waouh, c'était trop classe. Enfin, fête de l'étincelle, je ne reviendrai pas dessus. Monsieur Céleste a dû vous en parler. Il faut rappeler quand même... Je rappelle les dates du 23 au 25 juin. C'est tout à lait. Et surtout, il y a 2 éléments très forts dans cette fête de l'étincelle, 52e édition. La Reine Kilty en famille, c'est la première fois que ça se fait. C'est un bel événement. Je pense vraiment qu'il faut venir en masse. Un rallye pédestre à Sainte-Anne sur 5 km autour d'Énigmes, découverte de Sainte-Anne ou redécouverte, et surtout nous allons aller sur le territoire de quelques grandes personnalités de Sainte-Anne qui nous ont permis de venir les rencontrer chez eux. Je pense que ça va être un très grand moment, donc il faut venir en famille. C'est en famille la Reine Kilty, et c'est ce samedi 24 à Sainte-Anne. Et enfin, festival du graffiti, vous recevrez ici une de nos invitées qui vient du Brésil, qui s'appelle Drika, qui est dans les coulisses et qui viendra vous parler de ce festival à mes côtés, probablement, ou avec un autre artiste. 7e édition de ce festival, 10 artistes invités, dont Drika qui vient du Brésil. Ça va commencer le 28 avec une exposition au pavillon de la ville, donc avec performance, un film qui s'appelle Wall Writers, qui est un film sur l'intrusion du graffiti. Donc très beau festival avec Congo, donc un artiste qui a vécu beaucoup en Guadeloupe et qui aujourd'hui est arraché par les plus grands. C'est lui qui signe dorénavant les foulards de Hermès. Il a été l'un des artistes graffeurs qui a commencé au festival du graffiti lors de la première édition. Il graffait avant, hein, c'est pas nous qui l'avons formé, mais il a été à nos côtés. Cette année c'est Drika, mais nous avons aussi des artistes qui viennent d'Haïti, des artistes qui viennent de France, et également donc des artistes de Guadeloupe qui seront là. Au total, un collectif de 20 artistes qui vont sillonner le Pointe-à-Pitre, le Gosier, qui vont sillonner Sainte-Rose, qui vont sillonner Saint-Claude, avec une très belle journée à Saint-Claude dans le cadre de ce festival. Le 29 juin, nous serons à Saint-Claude, à l'habitation Beau Soleil, pour une grande journée avec les enfants et autour du graffiti. Et une autre très belle journée à Sainte-Anne, qui se fera le 1er juillet, où nous allons inviter les grandes personnes. Ça s'appelle Grand Moon Alentour à Graffiti, donc un échange entre les graffeurs et les plus âgés pour voir comment ces générations peuvent se rencontrer. Voilà, j'ai tout dit. C'est
fini. Je rappelle simplement le festival d'essence, je ne l'avais pas dit, du Goka, 23, 24 et 25 juin. C'est à la salle des congrès de Nanterre. Bien sûr, pour les gens de la région parisienne, et ce sera avec Benzo et avec Esnar Boisdieu. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude demain à 12h30 pour le ZCL suite et fin. Demain, jeudi avec Mendy. Ciao. Ciao, bye bye. Manger, fait comme moi. À demain.